Bonjour à tous. Pour ce premier podcast, au programme des Réjouissances, nous allons aborder un texte de Sénèque intitulé « De la brièveté de la vie », où il sera question de savoir si la vie est vraiment trop courte ou si elle est assez longue. Pourquoi reprochons-nous à la vie d'être trop courte ? Tant que nous sommes en vie, nous avons du temps à notre disposition. Et puis après tout, pourquoi vouloir avoir plus de temps si nous ne sommes presque jamais satisfaits de la manière dont nous l'occupons ? Mais alors pourquoi et de quoi, au fond, nous plaignons-nous ? Nous avons souvent le sentiment que le manque de temps est propre à notre époque, où les sollicitations sont démultipliées et où, par conséquent, tout va toujours trop vite et de plus en plus vite. Mais, quelle que soit la nouveauté de certains aspects de notre rapport au temps dans les sociétés contemporaines, on sera bien surpris de trouver chez Sénèque des éléments de réponse à notre problème. Il en parle notamment dans un texte intitulé « De la brièveté de la vie ». D'abord, 2-3 mots pour planter le décor. Premièrement, qui était Sénèque ? Eh bien, Sénèque était un philosophe romain qui a vécu au 1er siècle de notre ère et qui se rattache au stoïcisme. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que le stoïcisme ? Eh bien, c'est un courant de pensée qui a le grand mérite d'avoir perduré de maître en maître durant plusieurs siècles, depuis Zénon, dans les 300 avant notre ère, jusque Marc Aurèle, 2e siècle de notre ère. Il y a donc eu un certain nombre de philosophes stoïciens dans la Grèce antique, Zénon et Chrysippe pour ne citer qu'eux. Puis à Rome, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, là encore pour ne citer qu'eux. La morale stoïcienne a connu une grande postérité. Chez Montaigne, Pascal, Descartes, Rousseau et jusqu'à aujourd'hui, notamment grâce aux ouvrages de Pierre Hadot, qui portent sur la dimension pratique de la philosophie stoïcienne avec ses exercices spirituels. On en trouve aussi des éléments importants dans le code Jedi de notre ami Yoda. Le mot stoïcisme vient de stoa, en grec, qui veut dire portique. Alors, me direz-vous, quel rapport entre un portique et une philosophie ? Eh bien, Zénon de Citium, le fondateur de cette philosophie, enseignait à l'agora d'Athènes, plus précisément sous un portique de l'agora. On appelait donc son courant l'école du portique et c'est devenu le stoïcisme. Quelle est l'idée phare du stoïcisme ? C'est que la cause de nos malheurs tient dans une erreur de jugement, erreur qui est vite devenue une seconde nature. Donc un pli que nous prenons à juger d'une façon erronée des choses. Nous pensons, nous désirons et nous agissons comme si nous pouvions avoir du pouvoir sur des choses qui nous échappent totalement. D'où la frustration, le sentiment d'impuissance, la déception, la tristesse, bref, la souffrance sous un aspect psychique et moral. Ainsi, je vais en vouloir à la terre entière parce que mon ordinateur a planté ce matin, ou parce qu'on m'a volé ma voiture, ou parce que j'ai attrapé un rhume, ou encore parce qu'il pleut dehors. Derrière tous ces motifs de plainte et de colère, il y a une erreur facile à rectifier si on s'y exerce. Et si on est stoïcien. Le fonctionnement d'une machine échappe à mon désir. Un bien matériel qui m'appartient un temps peut m'être volé. Il est de la nature d'un corps vivant de pouvoir être malade. Et nous n'avons pas de pouvoir sur la météo du jour. Autant dire que nous nous créons nos propres souffrances en nous insurgeant contre les événements, et notamment contre la nécessité naturelle. Ceci ne nous conduit pas à la passivité. Il suffit de savoir discerner les choses sur lesquelles nous avons du pouvoir, c'est-à-dire nos pensées, nos jugements, nos désirs, pour apprendre à les maîtriser dans un sens adéquat au bonheur. Ainsi, apprendre à connaître les choses telles qu'elles sont et à ne désirer que ce qui est en notre pouvoir est un principe fondamental de la morale stoïcienne. Alors ça paraît peu, mais c'est énorme. Et nous aurons, j'en suis sûre, l'occasion d'y revenir plus tard. Mais vous voyez déjà d'où dérive l'adjectif stoïque.
On dit de quelqu'un qu'il est stoïque, alors de manière très dérivée, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est sage stoïcien, mais nous disons qu'il est stoïque quand il ne se laisse pas perturber par les événements, quand il ne se laisse pas troubler par les situations qui ne dépendent pas de lui. Ce qui ne le dispense pas d'entreprendre des actions qui dépendent de lui. Bon, alors revenons à nos moutons, ou plutôt revenons à Sénèque. Dans le texte dont je veux vous parler, de la brièveté de la vie, Sénèque s'adresse à son beau-frère Paulinus. Paulinus exerçait une lourde charge administrative à Rome, et Sénèque lui écrit ces quelques pages pour l'inviter à conserver du temps pour son bonheur, et par là l'exhorter à garder du temps pour la réflexion philosophique. C'est un texte assez court et tout à fait accessible qui se lit en une demi-heure environ, et même si je vous en résume l'argument ici, rien ne vaut la lecture qui laisse le temps de réfléchir aux détails et aux liens que vous pouvez faire avec tel ou tel aspect qui vous intéresse personnellement. En fait, en lisant de la philosophie, on suit déjà le conseil que Sénèque nous donne, sauvegarder du temps pour réfléchir et œuvrer dès maintenant à notre bonheur. Rien que ça. Alors, enfin, vous me direz, s'il écrit à son beau-frère pour lui dire de garder du temps pour faire de la philosophie, quel rapport ça a avec son bonheur ? Après tout, celui qui est heureux a-t-il encore besoin de philosopher ? En quoi la réflexion philosophique n'est-elle pas une perte de temps supplémentaire bien regrettable pour nous qui voulons être heureux dès maintenant ? Justement, c'est là la thèse de Sénèque. C'est par manque de réflexion qu'à force de dilapider notre temps, nous accusons la vie d'être trop courte. Dit autrement, la vie n'est pas trop courte, et nous ne manquons pas de temps. Seulement, nous avons pris l'habitude de mal l'utiliser. Je cite Sénèque, « Ainsi, nous n'avons pas reçu une vie brève, nous l'avons faite telle. » Et comment s'y prend-on pour se rendre la vie plus courte qu'elle ne l'est ? Nous gaspillons notre temps. Nous faisons comme si le temps était inépuisable, illimité. Nous le dépensons sans compter, c'est-à-dire sans en profiter. D'où cette idée, qui m'a fait un choc quand je l'ai lue tant elle m'a paru essentielle, nous sommes avares avec notre argent que nous ne voudrions pas voir partir à la poubelle, mais nous distribuons notre temps sans compter, sans nous assurer de la valeur de ce à quoi nous le consacrons. Je vous lis la phrase dans le texte. « On ne trouve personne qui veuille partager son argent. Entre combien de gens partage-t-on sa vie ?» Et encore, Sénèque ne connaissait pas Facebook. Mais bon, je reprends ma citation. « On est parcimonieux s'il s'agit de garder intact son patrimoine, mais quand il s'agit de perdre son temps, on est prodigue dans le seul domaine où l'avarice serait honorable. » Et vous voyez en effet qu'il est souvent très difficile de dire non à une sollicitation, parce que ça n'est pas admis dans nos mœurs. Par contre, on comprend tout à fait que on ne donne pas notre argent sans réfléchir à ce à quoi nous allons le donner. L'ensemble du texte mêle des propos sur les raisons pour lesquelles nous perdons si souvent notre temps et sur le remède, à savoir sur la discipline à adopter pour y remédier. Parmi les facteurs générateurs de perte de temps et de malheur, parmi donc ceux que Sénèque analyse, on peut en retenir 4 importants. Premièrement, nous remplissons nos journées avec des tas d'occupations futiles, si bien que nous ne nous laissons plus de temps pour nos priorités. Pourquoi ? Eh bien, c'est les 3 facteurs suivants qui en rendent compte. D'abord, par inconscience ou par imprévoyance. C'est donc le 2e facteur. Nous vivons comme si nous étions immortels. Nous cultivons ainsi une illusion qui se retourne contre nous dès que notre condition mortelle se rappelle à nous, notamment en vieillissant, ou dans certains moments de crainte, d'angoisse. Au fond, cela rejoint ce que Pascal décrira plus tard dans ses pensées, en particulier dans celle intitulée « Divertissement ». Nous passons notre temps à fuir le présent pour ne pas songer à notre mortalité. D'où le besoin de se divertir sans cesse, à faire des trucs futiles ou bien à regretter le passé qu'on embellit. Sauf que le bonheur ne peut se vivre qu'au présent.
Donc nous nous divertissons dans des futilités pour échapper à un présent que nous redoutons, mais du même coup, nous nous empêchons d'être heureux et remettons le bonheur à plus tard. Notons au passage que Sénèque nous met en garde aussi bien contre cette imprévoyance que contre l'excès inverse, l'excès de prévoyance, qui nous fait faire des tas de plans prudents et précautionneux pour notre avenir et nous éloigne, là encore, du présent. Troisième facteur, nous tombons dans les futilités aussi en raison du goût des honneurs et du pouvoir. Nous peinons à renoncer au pouvoir et à ce qu'on appelle aujourd'hui la carrière, mais aussi à la reconnaissance sous toutes ses formes, ce qu'on appelle aussi la visibilité. Or, la course au pouvoir, ou à ce qu'on appelle maintenant la visibilité, la course au pouvoir et à la visibilité est infinie. On n'en fait jamais assez, car on n'en a jamais assez de ce pouvoir et de cette visibilité. Cet attachement au pouvoir dévore par lui-même tout le temps dont nous disposons. Il me semble que là aussi c'est une thématique qui a toute son actualité. Le besoin de reconnaissance sociale nous plonge illico dans la concurrence, qui nous rend esclaves du regard des autres, comme le décrivait si bien Rousseau. Ce besoin aujourd'hui est comme une laisse, vous savez, la laisse à laquelle on attache, avec laquelle un chien est attaché à son maître. Ce besoin de reconnaissance est comme une laisse qui nous subordonne à des urgences permanentes, à des maîtres différents, qui, ces urgences, n'ont plus rien à voir avec nos priorités à long terme. Il nous fait fonctionner à flux tendu, en obéissant à de multiples sollicitations extérieures quotidiennes. Dernier facteur qui est en fait le plus important, auquel Sénèque consacre un autre texte dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle « De la constance du sage », le facteur qui nous fait dilapider notre temps, c'est notre inconstance. Précisément parce que nous vivons dans une forme d'inconscience. Suivant les aléas de notre environnement social, nous sommes inconstants, changeant de priorité, de choix, de mode de vie, etc. Bref, nous peinons à être cohérents dans les choix que nous faisons et défaisons. On comprend par là que la condition d'une certaine constance de soi au milieu des autres et des événements, c'est la réflexion philosophique. Toute, pour ensuite mener une vie heureuse. Les stoïciens avaient justement très bien compris que la pratique d'une philosophie, la quête du bonheur, est une discipline de tous les jours. Plus on s'habitue à juger correctement des choses, moins c'est difficile de le faire. Mais cela reste une pratique quotidienne, d'autant que la réflexion philosophique procure par elle-même une tranquillité intérieure qui procède bien sûr du bonheur. Vous l'avez compris, pas de bonheur sans sagesse. Le malheur procède toujours d'un manque de sagesse, ce qui explique qu'une broutille peut causer une grande déprime chez l'un, alors qu'un autre abordera une grande perte avec sagesse et courage. Pour conclure cette petite introduction à la lecture de ce texte, propice à la réflexion sur le temps, sur ce que nous faisons de notre temps, je voudrais terminer par 2 remarques. La réflexion, qu'il faudrait arrêter d'opposer à l'action, comprendre, c'est déjà modifier le cours des choses et donc c'est déjà agir. La réflexion philosophique donne une épaisseur au présent. Et plus encore, elle nous permet d'atteindre une forme d'immortalité, dit Sénèque, parce qu'elle nous fait bénéficier des siècles de pensée antérieures à nous. Je vous lis le passage de Sénèque. Seuls entre tous sont gens de loisirs, alors loisirs au sens de temps libre. Seuls entre tous sont gens de loisirs, ceux qui consacrent leur temps à la sagesse. Seuls, ils vivent. Et non seulement ils protègent leur propre vie, mais à leur siècle, ils ajoutent tous les siècles. Toutes les années qui se sont écoulées avant eux leur sont acquises. Ne soyons pas ingrats. C'est pour nous que sont nés les créateurs célèbres des saintes doctrines. Ils ont préparé notre vie. C'est par le travail d'autrui que nous sommes conduits jusqu'aux réalités les plus belles qu'ils ont fait passer des ténèbres à la lumière. Aucun siècle ne nous est interdit. Nous avons accès à tous. Et si, en agrandissant notre âme, nous pouvons sortir des limites étroites imposées à la faiblesse humaine, nous disposons d'une vaste durée à travers laquelle nous étendre.
Nous pouvons discuter avec Socrate, douter avec Carnéade, vivre en repos avec Épicure, vaincre la nature humaine avec les stoïciens, la dépasser avec les cyniques, vaincre le sexisme avec Simone de Beauvoir, sortir de la banalité du mal avec Hannah Arendt et cultiver l'attention avec Simone Weil, puisque, par la nature des choses, nous pouvons pareillement accéder à la communauté qui dure à travers les siècles. Fin de citation. Bon, j'ai ajouté quelques noms de philosophes, mais le reste de la citation est tout à fait fiable. Et d'ailleurs, nul doute que Sénèque aurait complété sa liste de la même façon que je viens de le faire s'il vivait aujourd'hui. Et puis, bon, n'est-ce pas cela précisément ce genre de liberté que la philosophie doit permettre, renouveler la pensée des anciens. Deuxième et dernière remarque. Je vous ai lu ce passage où Sénèque nous interpelle sur notre négligence quant à la perte de temps, alors que nous veillons de près à ne pas perdre d'argent. Cette comparaison pourrait donner l'impression qu'en fin de compte, Sénèque nous invite à rationaliser notre temps et fait ainsi écho à toutes les techniques mises aujourd'hui en valeur pour gagner du temps et faire ainsi un maximum de choses en un minimum de temps. Or, justement, c'est là une représentation instrumentale du temps, très à la mode aujourd'hui, qui ne colle pas du tout avec le message de Sénèque. En des termes très contemporains, donc anachroniques, notre rapport économique au temps vise à le rentabiliser, c'est-à-dire à accroître sa valeur d'échange. Une quantité de temps a un coût, et c'est comme telle qu'elle doit être rationalisée. Donc, cette instrumentalisation capitaliste du temps, ce qu'on a perdu, c'est, comme le montre très bien Baudrillard dans La société de consommation, dans cette instrumentalisation capitaliste du temps, c'est la valeur d'usage du temps que nous avons perdu, c'est-à-dire le temps libre, rempli d'une activité non planifiée, qui nous apporte quelque chose comme tel, et non pour l'argent qu'il rapporte ou pour la maximisation de l'efficacité, donc à terme la rentabilité qu'il permet d'apporter. En revenant au conseil de Sénèque, ne pas dépenser notre temps sans compter, cela veut plutôt dire qu'il nous faut user du temps pour ce qui a de la valeur pour nous, comme si nous avions à mourir aujourd'hui, et donc de la valeur en soi, pas de la valeur d'échange, mais de la valeur d'usage. Dans l'intention non de le brûler, mais de le vivre ce temps, en cohérence avec nos aspirations les plus importantes. Alors, parce qu'on ne fuit plus la conscience de notre mortalité, le temps ne manque plus. Et, comme l'écrivait Sénèque, la vie est assez longue pour qui sait en user, c'est-à-dire en fait pour qui sait user du présent tel qu'il est. Bonne réflexion à tous et à bientôt!